Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Jean Pichor, peintre enlumineur, actif de 1502 à 1521. Portrait de Jehanne, la pucelle d'Orléans, vers 1504-1505. Miniature ornant les vies des femmes célèbres d'Antoine Dufour. Musée d'Aubray, Nantes. Plus de 600 ans après sa mort, la vie de la figure la plus marquante de l'histoire de France reste toujours plus ou moins un mystère, bien qu'elle soit extrêmement documentée. Celle qui a gagné toutes les batailles décisives pour sauver la France, à la seule force de son étendard, et sans jamais avoir tué le moindre soldat ennemi, car Jeanne n'a jamais oxy un seul de ses semblables, était-elle la gentille bergère, un peu schizophrène de la légende, ou, comme on le pense, quelquefois une princesse du sang, la demi-sœur même de ce roi qu'elle veut sauver à tout prix. Première de toutes les invraisemblances, cette jeune fille âgée entre 19 et 25 ans qui arrive à la cour à cheval alors que les paysannes n'avaient aucune chance de savoir ou même de pouvoir monter à cheval. Dans cette enluminure de Pichor, on voit Jehanne chevauchant parfaitement un noble destrier blanc, somptueusement harnaché de rouge et d'or, elle-même portant une armure extrêmement sophistiquée en or ciselé et un heaume découvert avec cimier en forme de panache en or, retenu par 3 saphirs et un rubis. Un accoutrement véritablement royal. Avez-vous quelque chose à produire, quelque chose à nous montrer, un signe qui prouve que vous êtes l'envoyé de Dieu? Je ne suis pas venue pour faire des tours. Vous êtes tous beaucoup plus intelligents que moi. Deuxième invraisemblance, elle reconnaît le roi Charles VII au premier coup d'œil, bien que le roi se soit dissimulé sous un déguisement. Troisième invraisemblance, alors qu'elle est supposée être illettrée, elle s'adresse au roi dans sa langue, une langue savante, le français, se fait parfaitement comprendre de lui et de la cour entière, tout en employant quelques expressions de patois, alors que les paysannes d'alors, lorsqu'elles étaient autorisées à ouvrir la bouche, ne parlaient guère autre chose qu'un patois fort incompréhensible à la cour et fort accentué. Donnez-moi une armée, menez-moi à Orléans, et là vous verrez le signe que vous attendez de moi. Quatrième invraisemblance, elle prend à son service, et ils acceptent de la servir, les plus valeureux chevaliers de son temps, issus des familles les plus nobles du royaume, parmi lesquels son écuyer, Jean d'Aulon, issu d'une des plus anciennes lignées qui remonte à l'an 600, et Gilles de Rais, dans la maison, est une des plus anciennes du royaume. Elle a fini le chant nazi, la petite? On va pouvoir becter. Seule explication trouvée au cours des siècles à tous ces mystères, soit la sorcellerie, soit l'illumination divine, l'intervention de la Vierge et de Dieu, qui lui vaudront finalement la reconnaissance de la sainteté, mais en 1920 seulement, avec sa canonisation par le pape Benoît XV, c'est-à-dire rien de moins que 500 ans, un demi-millénaire donc, après les faits. Et le mystère s'épaissit lorsque l'on apprend qu'elle n'a jamais signé aucun document du nom de Jeanne d'Arc, mais Jehanne tout court, et que son époque la désignait et la connaissait sous le nom de Jehanne Pucelle d'Orléans, et non sous le nom de Jeanne d'Arc. Et pourquoi Jehanne Pucelle d'Orléans, bien avant qu'elle n'ait gagné la bataille d'Orléans? Et c'est là que nous entrons dans le vif d'une thèse qui établirait Jehanne Pucelle d'Orléans comme une princesse royale bâtarde, comme le montre ce portrait du début du XVIe siècle, à cheval et habillée d'or. Tout commence avec Isabeau de Bavière, grande érudite et grande mystique de son temps, qui épouse Charles VI pour devenir reine de France. Elle accomplit son devoir en lui donnant un fils qui deviendra Charles VII, celui que Jehanne va sauver. Mais les devoirs d'épouse modèle d'Isabeau de Bavière s'arrêteront là. En effet, dès 1402, Isabeau de Bavière ne partage plus le lit de son époux. Il y a à cela une raison simple, le roi est folle. Mon Dieu. Et comme le terme
terme n'a rien à voir avec la célèbre cage du même nom, cela signifiait simplement qu'il était atteint de crises de folie de plus en plus fréquentes, pendant lesquelles il ne reconnaissait même pas sa propre épouse et se jetait sur elle en la battant violemment et en lui déchiquetant son hénin. Mon Dieu, mon Dieu. Les meilleures plaisanteries ayant une fin, la reine Isabeau va voir ailleurs. Et dans cet ailleurs, il y aurait eu le prince Louis, le duc d'Orléans, le propre frère du roi. Ce qui devait arriver arriva, et la reine tomba enceinte du beau Louis. Le 10 novembre 1407, elle mit au monde un enfant qui ne vécut qu'une seule journée. Le bébé aurait été enterré nuitamment à la basilique Saint-Denis, mais mystérieusement, on ne retrouvera jamais la sépulture de cet enfant, ni même la moindre trace. Bizarre, bizarre. Dans son Histoire de France de 1763, l'abbé Claude de Villaret, secrétaire et généalogiste des pairs de France, mentionne la naissance d'une fille, et il est catégorique. Je cite l'abbé. Le dernier enfant de la reine Isabeau fut une fille nommée Jeanne qui ne vécut qu'1 jour. Bizarre, bizarre. Dont acte. Et bien que lors de son procès, Jeanne d'Arc ait déclaré avoir 19 ans, ce qui l'aurait fait naître en 1412, plusieurs croisements de dates permettent de penser qu'elle serait plutôt née en 1407. Entre autres témoignages qui vont dans le sens d'une naissance en 1407, celui, irréfutable, d'une amie d'enfance de Jeanne, Oviette de Sienne, né en 1410 et qui déclara lors du procès de réhabilitation « Jeanne était plus âgée que moi de 3 ou 4 ans ». D'après plusieurs historiens, et bien qu'officiellement fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle de Romée, Jeanne n'a jamais porté le nom de la famille d'Arc de son vivant. Si elle avait dû porter un nom, cela aurait été comme toutes les filles de son temps, celui de sa mère. Donc Jeanne, Joannette, aurait dû s'appeler Joannette de Romée. Mais en place de cela, on l'a toujours appelée Jeanne la Pucelle, seul nom sous lequel ses contemporains l'aient jamais connue, d'après l'historienne Régine Pernoud. Elle est aussi connue de son vivant sous le nom de Jeanne Pucelle d'Orléans. Trop tôt vaut mieux que trop tard. Hey! Attendez! Attendez! Elle va se faire tuer! Suivez-moi, je me donnerai la victoire. Pourquoi attribuer à Jeanne le nom d'Orléans ? Certains y voient une reconnaissance déguisée de sa filiation avec Louis d'Orléans. Si Jeanne n'était pas la fille de Jacques d'Arc, que faisait-elle alors dans sa maison ? L'une des marraines de l'enfant, Jeanne de Recet, qui fut l'épouse du défunt Nicolas d'Arc, le frère de Jacques, était aussi dame d'honneur d'Isabeau de Bavière. Tiens, des historiens ont donc imaginé qu'à la mort de Louis d'Orléans, assassiné le 23 novembre 1407, la reine décide de confier l'enfant, né 13 jours plus tôt, qui pour le coup n'est pas mort, à la famille de sa dame d'honneur. Tiens, on connaît également à Jeanne pas moins de 4 parrains et 6 marraines, portant tous particules et titres de noblesse. Que voilà une bergère bien lotie et un nombre de marraines un peu élevé pour une simple fille de la campagne. Elle était cuite. Enfin, façon de parler. Tout un faisceau de preuves viennent étayer la probabilité de Jeanne, fille d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, princesse bâtarde d'Orléans, qui plutôt que de finir au couvent, comme c'était souvent le cas réservé aux bâtardes royales d'alors, finira elle sur un champ de bataille comme chair à canon pour sauver son imbécile de frère. Quelle que soit la théorie sur les origines et la naissance de Jeanne, qui qu'elle ait pu être, ce qui reste le plus important à travers les siècles est bien que cette jeune fille étrange d'à peine 20 ans, chef de guerre comme il en a peu existé, ait pu sauver à elle seule son pays. Virgule musicale, Jeanne Aubuchet. Oratorio dramatique d'Arthur Honegger. Jeanne d'Arc, film de Luc Besson. Le Tourdion, chanson à boire de la Renaissance française.